On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Claude Dacier, Alexandre Devecchio, Karim Zerebi et Jean-Christophe Couvi qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du syndicat de police unité SGP. On va évoquer avec vous les questions de sécurité, mais d'abord, on va s'intéresser à cette arrestation, cette double arrestation. 2 hommes radicalisés interpellés le 29 novembre dernier en région parisienne. Ils ont été mis en examen pour terrorisme, ils sont écroués. Ils projetaient de tuer des passants dans des lieux fréquentés d'ici Noël. Expliquez-nous les détails de cette affaire. Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Sandra. S'ils n'avaient pas encore de cible précise, les 2 hommes de 23 ans détectés par la DGSI et interpellés le 29 novembre dernier en Ile-de-France sont suspectés d'avoir voulu passer à l'action d'ici la fin de l'année. L'un d'eux a avoué en garde à vue. Il reconnaît qu'il voulait s'en prendre à des civils en les attaquant au couteau. L'objectif final étant de se faire tuer par les forces de l'ordre qui seraient intervenues sur cette attaque et ainsi mourir en martyr. Il affirme qu'il voulait mener cette action violente en lien avec le second suspect, un individu déjà connu des services de renseignement et déjà condamné pour association de malfaiteurs terroristes. Les perquisitions et les auditions des 2 hommes montrent qu'ils évoluent dans un environnement islamiste radical. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire le temps de la poursuite des investigations. Merci Sandra Buisson pour ces précisions. Christophe Couvi, ça fait froid dans le dos parce que ce scénario, si les renseignements n'avaient pas fait leur boulot, c'était à la clé possiblement un massacre sur un marché de Noël ou un magasin où il y avait des gens. Oui, depuis 2015, on a changé d'air et on sait très bien que maintenant, du jour au lendemain, des gens basculent dans l'islamisme radical et puis ils font ce qu'on appelle nous du low cost, du terrorisme low cost, c'est-à-dire on prend un couteau, on va dans la rue et on tape, on essaie de poignarder des gens comme ça au hasard, sans réel but, si ce n'est qu'à la fin, on veut mourir en martyr. Et sous les coups de feu des forces de l'ordre, quoi. Alors là, c'est pas vraiment du jour au lendemain parce que le deuxième individu avait été déjà condamné, Karim nous le rappelait, pour actes liés à des activités terroristes. Donc il y en a un qui était déjà dans les radars des services de renseignement. Association de malfaiteurs terrorisme, donc c'est le chef d'accusation pour lequel cet homme avait été condamné. Et on voit donc que c'est une récidive, ça veut dire qu'il continuait de baigner dans le milieu islamiste radical et terroriste, et que voilà, derrière il n'y avait pas de phase qui a pu sortir cet individu qui avait été condamné de cette condition de terroriste potentiel, puisqu'il était prêt à passer une fois la loi. Et c'est là la difficulté de nos services, parce qu'ils ont un certain nombre de personnes à suivre de manière très scrupuleuse, très attentive. Ces personnes-là, elles sont quand même assez nombreuses par rapport aux moyens de nos forces de l'ordre. La vigilance est donc de rigueur permanente, et on voit bien que le travail est un travail de fond, est un travail de renseignement, est un travail d'anticipation, puisque là, avant qu'ils tentent de passer à l'acte, ils avaient l'intention de le faire. On leur met la main dessus, on les arrête et ils passent aux aveux. Mais il y a un milieu dans lequel ces gens-là évoluent et il faut que maintenant nos services prennent le temps de remonter la filière et la mettre à mal totalement pour qu'il n'y ait pas d'autres endoctrinements et d'autres tentatives de passer à l'acte. C'est un vrai travail de fond. Il y a parfois des réseaux organisés et là ça relève du travail de renseignement, mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a des réseaux parfois informels, un environnement culturel, un islamisme qui est pas forcément forcément des prédicateurs qui disent qu'il faut passer à l'acte et faire du terrorisme, mais si vous voulez, ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère, et ça c'est beaucoup plus dur à combattre et ça relève du combat politique, idéologique, avec des lois pour casser ce système communautaire. C'est vraiment un enjeu politique. Donc je pense que le renseignement fait tout ce qu'il peut, mais le combat du futur, c'est vraiment ne pas laisser prospérer ces zones de non-France, ces territoires conquis de l'islamisme, pour reprendre le terme de... J'ai oublié son nom de... D'un homme politique non, un spécialiste, un chercheur proche de Gilles Kepel, Rouget, et Rougier, oh là là, je suis fatigué. Monsieur Rougier. Absolument. Exactement. Et donc c'est ça le combat qu'il va falloir mener, et ça va au-delà des services de renseignement qui font, à mon avis, bien leur travail. Jean-Claude Dacier, sur cette arrestation, ces 2 arrestations. Il faut féliciter évidemment les gens de force de l'ordre, la police, les renseignements. En même temps, il faut quand même s'interroger, mais je pense que tout est dans le dossier. Comme on l'ignore, il faut être prudent dans les commentaires. Qu'est-ce qu'avait fait comme acte terroriste le premier ou l'un des deux pour se retrouver quand même en liberté ?
Et qu'est-ce qui va leur arriver maintenant, puisqu'ils n'ont pas commis l'acte? Ils ont fait une déclaration qui vaut ce qu'elle vaut. L'attaque était imminente, disent les enquêteurs. Mais je fais confiance totalement dans les policiers, mais l'acte n'a pas été commis, ils ne sont pas passés à l'acte. Donc je ne sais pas ce que va prévoir le code pénal en l'occurrence. Ça le fait, je dis tout ça, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on disait il y a un instant, c'est que le crime potentiel maintenant est endogène. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont pas une filiation terroriste de haut niveau, qui n'arrivent pas de Syrie ou de je ne sais où, qui sont des gars qui sont évidemment totalement, non pas intégrés, mais en marge, et qui, avec un couteau, sont capables, dans cette période de fête, de faire des dégâts considérables. Donc c'est très inquiétant, et je ne sais pas ce qui va leur arriver, mais honnêtement, je pense que les renseignements travaillent de près et connaissent les gens qui sont les plus dangereux. Là, ils ont magnifiquement anticipé, puisqu'apparemment, ils sont intervenus juste avant. Mais quel boulot, et en même temps, quel danger à nos portes, Bien sûr. À nos portes. Chez nous même, monsieur Oui, chez nous. La DGSI, et il y a aussi mes collègues du renseignement territorial qui sont au premier niveau de renseignement, qui effectivement lancent les filets, écoutent, suivent, et qui récoltent. Le but, c'est aussi de récolter des preuves pour ramasser ces preuves et puis pour pouvoir justement anticiper et éviter qu'ils passent à l'acte. Parce qu'à la rigueur, on pourrait dire, tiens, on les laisse faire un flag, ils passent à l'acte et dès qu'ils sortent, ça y est, on les épingle. Non, nous, ce qu'on veut, effectivement, c'est limiter la casse, quoi, et les interpeller avant qu'ils passent à l'acte, les donner dans les bras de la justice. Maintenant, ce sera la justice de voir ce qu'ils en font. Bon, on voit déjà qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris les messages, puisqu'il voulait repasser à l'acte. Donc, je pense que celui-là, il est vraiment bien, bien imbibé dans l'islam radical. Et il va falloir justement travailler dessus et savoir si dans les prisons, on peut pas non plus travailler justement à cette désescalade et essayer de les désinhiber par rapport à tous les imams qu'on a qui sont dans les prisons et qui font du lavage de cerveau, quoi, du prosélytisme. Karim. C'est un vrai sujet, ce qui vient d'être dit, parce que on a pas mal de gens qui rentrent pour des faits de délinquance de droit commun, et on l'a vu par le passé, des braquages, des agressions, et qui ressortent, je dirais, potentiellement terroristes et voulant passer à l'acte d'un acte terroriste islamiste. Alors qu'avant d'y rentrer, ils n'avaient aucun lien et ils étaient des délinquants de droit commun. Ça veut dire qu'il se passe des choses en prison, donc c'est une fabrique aussi à endoctrinement, et il faut vraiment qu'on se penche dessus. On le voit bien que nos prisons sont des cocottes minutes de toute manière. Vous avez des gens qui rentrent. Il y a effectivement une certaine surpopulation carcérale, tu as raison, parce que finalement on met n'importe qui avec n'importe qui, on n'arrive même plus à distinguer qui est fait qui et qui a fait quoi pour être en prison. Donc quand ils sont 4 dans une cellule où ils doivent être 2, il est évident qu'on a tout et n'importe quoi. Mais c'est un vrai sujet sur lequel on doit se penser. Parce qu'on ne peut pas se dire dans notre grand pays qu'on rentre en prison parce qu'on a commis un acte de délinquance et qu'on en ressort potentiellement djihadiste. C'est pas possible. Si c'est dans nos prisons qu'on fabrique ceux qui peuvent potentiellement passer à l'acte terroriste, c'est qu'il y a un gros malaise. Il y a ceux qui sont évidemment grands délinquants et ressortent terroristes, puis il y a les terroristes qui rentrent terroristes et qui ressortent terroristes. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui seront, plusieurs centaines, vont être libérés petit à petit au fil des mois, et qui sont un danger potentiel. Ils doivent être surveillés par les renseignements. Le problème, enfin, c'est pas un problème, mais je veux dire, c'est les limites, j'allais dire, d'un état de droit où effectivement, on est condamné à une peine, on sort de cette peine, on est censé avoir purgé notre peine et payer la dette à la société. Et derrière, on sait très bien que ces personnes-là risquent, il y a un potentiel, on les évalue sur une échelle et ils risquent effectivement de repasser à l'acte. Donc derrière, on met tout un système de surveillance et on les marque à la culotte parce qu'on veut justement, on sait qu'ils vont passer à l'acte. Et c'est là où ça engrange des frais, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup d'hommes. Une surveillance et beaucoup d'hommes, oui, bien sûr. Pour surveiller un homme 24 heures, c'est quoi 3 personnes au moins? Oh non, mais 3 personnes, non, beaucoup plus que ça. C'est à peu près entre 10 et 20 personnes parce que ça dépend les cibles. Alors après, c'est juste du renseignement comme ça. Effectivement, c'est 2-3 personnes parce qu'on se relaye. Mais quand il y a des équipes à relayer tout le temps H24 avec les écoutes, avec les filoches. Non, c'est 30 personnes par individu. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, encore une fois. Bien sûr. Alexandre, quand je disais que c'était un combat politique, il faut aussi sans doute adapter l'arsenal juridique au type de menace. Vous disiez les limites de l'état de droit, mais l'état de droit, ça s'adapte. Et effectivement, là, on est face à des individus qui ont été en Syrie,
qui ont peut-être tué là-bas, etc., mais qui ont eu finalement de courtes peines parce que le chef d'accusation était finalement assez faible, simplement d'aller en Syrie et qu'on fait 5-6 ans de prison, mais qui sont endoctrinés, qui sont dangereux. Et ça, il va peut-être falloir changer. Voilà l'appareil juridique. Quelqu'un qui a collaboré de près ou de loin avec une organisation terroriste, à avoir des peines beaucoup plus lourdes d'enfermement, voire un système de contrôle judiciaire pour ne pas faire sortir des gens qui sont dangereux. Et ensuite, dans les prisons en Italie, ils ont eu le problème avec la mafia et ils ont fait des prisons spécialisées avec simplement des mafieux à l'intérieur et avec même des gardiens qui étaient cagoulés pour pas être reconnus ensuite. Et c'est le grand manque, un des grands manques du président de la République, du programme du président de la République, de ne pas avoir tenu ses engagements et construit les mètres carrés de prison qui, on le voit bien, moi je suis pas enfermiste obsédé, mais on voit bien qu'on en a besoin, qu'on ne sait pas quoi en faire, ou comme tu le disais tout à l'heure, qu'on les met les uns sur les autres, c'est la politique du matelas, on ne sait plus où les mettre. Et donc ils parlent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils, ils ont que ça à faire. Et ils s'endoctrinent les uns les autres. Bon. Tout ça à cause de quoi ? Parce qu'on n'a pas de prison moderne, pas assez. Et puis, je parle pas des mineurs, avec des centres de détention qui devraient être adaptés. Tout ça n'a pas été fait depuis 4 ans et demi, c'est dommage. Où étaient regroupés les radicalisés, ça n'a pas fonctionné aussi. C'est dommage. Ça a donné aucun résultat. Vous savez, je regarde moi, un petit peu ce qui se passe dans les autres pays. Je vois qu'aux Pays-Bas, par exemple, depuis 15 ans, ils ont réussi à réduire de 50% la délinquance. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils louent des places de prison. Parce qu'en fait, il y a 20 prisons qui ont fermé depuis 15 ans parce que en fait, ils mettent tout de suite des courtes peines. C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de dire, voilà, même si c'est 3 jours, 4 jours, une semaine d'emprisonnement, on fait la peine, on incarcère, parce qu'au moins la peine tombe, c'est la sanction, et non pas toujours, vous savez, ça fait penser aux parents qui comptent jusqu'à 3 avant de punir. Bon, on n'arrive jamais à 3 parce que ça part pas en rigolade, mais là c'est un peu la même chose. Tandis que les Hollandais ont dit, nous on va prendre le problème à l'envers, les petites peines, elles vont être faites, et vous allez voir, on va y arriver. Ce que je vois, moi, 50% de prisonniers en moins. Il y a même, ce qui est marrant, c'est qu'il y a la Belgique qui loue des places de prison, donc en Hollande, pour pouvoir mettre des prisonniers. Voilà. Il y a un peu d'innovation dans Allez, un dernier mot là-dessus, après on avance. Je crois que c'est Alexandre qui le disait tout à l'heure. Il y a le travail policier, le travail d'investigation, de renseignement, puis il y a un travail sociétal qui doit être fait aussi avec les instances de la communauté musulmane, parce que ces gens-là se prétendent musulmans. Moi, j'estime qu'ils ne le sont pas, mais ils dévoient l'islam pour, en faire quelque chose de guerrier, d'assassin. Et donc, oui, il faut faire un travail d'éducation, il faut faire un travail de prévention aussi avec les instances qui sont représentatives dans notre pays de la religion musulmane pour éviter que des esprits faibles basculent, que des esprits psychologiquement dérangés basculent et utilisent et se servent d'une religion musulmane dévoyée. Il y a un vrai travail à faire aussi. Le problème, c'est que les instances, c'est compliqué, on voit que le système est compliqué, ils n'ont pas réellement de clergé. Est-ce que les instances sont représentatives ? Je ne suis pas certain qu'elles ont un poids. On peut poser les choses. Toutes les initiatives sont bonnes, mais il faut surtout faire respecter la loi républicaine avec fermeté pour tout le monde.